Dans la dernière vidéo, je jouais du air piano avec mon pote, vous vous souvenez? Mais revenons sur Terre. Pour jouer d'un instrument de musique, il faut avoir un instrument de musique qui va bien. Et même si vous en avez déjà un, il faut savoir s'il convient pour jouer et pour apprendre. On va en parler tout de suite pour ne pas faire le mauvais choix. Et ce choix n'est pas si difficile à faire quand on connaît les critères de sélection. Mais quand on ne les connaît pas, une erreur d'achat risquerait de coûter bien cher, alors qu'il sera facile de les éviter en regardant cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Stéphane et je vous remercie d'être de retour sur cette chaîne. Ici, on va donc parler matériel. Je vous ai mis tous les liens des équipements que je vais vous décrire dans cette vidéo dans la description en dessous. Comme ça, vous pourrez les retrouver facilement et vous faire votre propre idée en allant aussi regarder d'autres équipements similaires. Je ne suis pas sponsorisé ni par des distributeurs ni par des marques, car je souhaite être libre de dire ce que je veux, et même du mal, sur certains produits qui le méritent peut-être. Mais en général, dans ce milieu du matos musical, il n'y a pas d'arnaque, car les acheteurs sont souvent des clients avertis qui repèrent rapidement un loup quand il y en a un. Mais il faut faire attention tout de même, car une erreur d'achat, ça vient principalement de nous-mêmes, qui nous précipitons parfois un peu trop, sans être suffisamment informés. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Si vous avez déjà un piano acoustique chez vous, c'est-à-dire un vrai piano en bon état, alors faites-le accorder. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je mets des guillemets à un vrai piano. On ne peut pas bien jouer et encore moins bien apprendre sur un instrument qui ne se comporte pas comme il faut et qui sonne comme une vieille casserole. Accorder un piano acoustique, ça coûte entre 100 et 140 € en fonction du travail qu'il y a à faire. Si votre piano est tout déglingué, que les touches ne sont pas toutes au même niveau et ne sont pas toutes bien parallèles, ça commence très mal. Regardez si les touches sont mal alignées, si certaines touches collent et reviennent mal, si elles sont abîmées, s'il manque un morceau d'émail ou si certaines ne fonctionnent carrément pas. Testez leur résistance sous le doigt, elles doivent être rigoureusement la même sur toutes les touches. Leur course aussi doit être absolument égale. Pas besoin de savoir jouer du piano pour s'en rendre compte, un seul doigt vous suffira pour tester tout ça. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la mécanique du piano, alors on ne sera plus dans le cadre d'un accordage, mais plutôt dans le cadre d'une restauration, et là ce n'est plus du tout le même prix, pour un résultat qui ne sera jamais meilleur que la qualité d'origine du piano quand il était neuf. Ou alors votre instrument est très ancien et peut-être précieux, et là une restauration serait envisageable, mais à quel prix et dans quel délai? Certains pianos de marque prestigieuse en valent la peine, certes, ça sera à vous d'en juger. Mais sans aller jusque-là, une fois bien accordé, un piano droit, dit d'étude, fera très bien l'affaire. Un piano d'étude est un piano pas trop cher, dont la qualité sera suffisante pour apprendre, mais forcément limitée, jusqu'à ce que vous ayez envie d'autre chose. Car la musique, c'est comme tout, quand on s'y met vraiment, on met un doigt dedans et c'est l'engrenage. Il y a toujours quelque chose qui manque pour faire ce que l'on veut, pour évoluer et pour se faire plaisir. Voici devant vous un bel exemple d'un gars qui a mis le doigt dedans, et depuis, tout le bras y est passé, et ça continue encore aujourd'hui. Mais bon, je ne m'en plains pas, ça m'apporte le bonheur de la musique, et je me considère comme largement gagnant. À noter qu'on peut louer un piano acoustique pour environ 80 € par mois. L'alternative au piano acoustique, c'est le piano numérique. Ce n'est pas un vrai piano, oui, mais quand on comprend comment il fonctionne, on se dit que c'est presque un vrai piano avec plein de fonctions en plus qui sont très intéressantes. Voilà en gros comment un piano numérique fonctionne. Quand on joue une note sur un piano numérique, comme celui-ci, par exemple un sol, le piano numérique va chercher dans sa mémoire et restituer le son du sol qui a été enregistré sur un vrai piano. Et oui, il y a des ingénieurs dont le métier est d'enregistrer des instruments de musique, note par note, pour en faire une bibliothèque de notes. Donc les sons d'un piano numérique viennent d'enregistrements de vrais instruments de musique.
Ici, j'ai choisi un piano, j'aurais pu choisir un autre instrument, comme une flûte ou une guitare, à partir du moment où mon piano numérique l'a dans sa mémoire. Donc vous voyez comme un piano numérique est presque un vrai piano acoustique, puisque son rôle est de faire le même son. Les instruments que les pianos numériques ont dans leur mémoire sont appelés des instruments virtuels. Le piano numérique n'est pas un synthétiseur. Un synthétiseur n'a pas d'instrument virtuel enregistré dans sa mémoire. Un synthé crée des sons électroniques. Il y a eu une mode de ce genre dans les années 80 avec Jean-Michel Jarre, avec le groupe allemand Kraftwerk ou le groupe français Space. Aujourd'hui, des musiciens intègrent encore ce genre de son dans leur composition, surtout dans l'électro, le hip-hop et le rap. Un bon piano numérique produit un très bon son de piano, car c'est surtout avec ce bon son de piano que les fabricants vont attirer leurs clients. Ça tombe bien, c'est ce que l'on cherche. Les fabricants ne résistent tout de même pas à y mettre aussi des orgues, des instruments à vent et tout un tas d'autres instruments pour faire mousser le produit. C'est très bien, mais ce n'est pas ce dont on a besoin ici. Malgré des progrès techniques fulgurants dans les 30 dernières années, un piano numérique ne remplacera jamais le son majestueux d'un piano à queue lorsqu'il est joué dans une salle de concert où l'acoustique y a en plus été travaillée. Mais on se rapproche tellement que beaucoup de gens n'entendent pas la différence. Faisons un petit essai. Si vous fermez les yeux et que vous écoutez très attentivement ceci, si vous ne saviez pas déjà que ce que je viens de jouer provient d'un instrument virtuel, honnêtement, sauriez-vous faire la différence? J'en doute. C'est pareil pour certains autres instruments virtuels de qualité où le rendu est d'une fidélité incroyable à partir du moment où on sait les exploiter et les jouer d'une certaine façon. Je vous ferai d'ailleurs un test un jour dans une vidéo hors série où vous devrez dire si l'instrument est un vrai instrument ou un instrument virtuel. Vous serez surpris et je vous montrerai comment ça a été fait. En attendant, pour le piano, vous reconnaîtrez que l'illusion est quasi parfaite. L'alternative au piano acoustique est donc bien le piano numérique. Il y a deux types de pianos numériques qui nous intéressent ici. Le piano numérique et le piano de scène. Le piano numérique a l'avantage d'avoir tout ce qu'il faut dedans pour restituer un son de piano et d'autres instruments qu'il a dans le ventre. Ce piano numérique possède un clavier, un panneau de sélection sur lequel on peut choisir le son que l'on va jouer. À l'intérieur se trouve une mémoire pleine de différents sons d'instruments virtuels. Il y a aussi intégré un amplificateur et des haut-parleurs. Bref, tout ce qu'il faut pour jouer et s'entendre jouer. Tout est dedans, on n'a besoin de rien d'autre, on le branche à une prise électrique, on l'allume, on choisit un son, on règle le volume et on joue. C'est très très simple. Numéro 2, le piano de scène. Le piano de scène est aussi un piano numérique, mais il est miniaturisé. Tout est aussi dans la boîte, mais la boîte est juste un peu plus petite. En général, ils coûtent un peu plus cher du fait de leur miniaturisation, et leurs sons ne sont pas aussi bons que les sons des pianos numériques qui possèdent toute la place nécessaire à l'intérieur pour y loger une bonne grosse électronique et des bons gros haut-parleurs qui sonnent bien. Son seul intérêt est que l'on peut facilement le mettre dans une voiture et partir en vacances avec. Ça reste un instrument aussi fragile qu'une guitare et il faudra lui acheter une housse molletonnée pour le faire voyager. Il faudra aussi lui acheter un support pour le mettre à la bonne hauteur pour en jouer. On va en reparler. Et comme vous êtes très curieux et très observateur, vous devez maintenant vous demander ce que j'ai, moi, ici, devant moi. Alors, au risque de compliquer les choses, je suis désolé, mais je n'ai ni l'un ni l'autre, parce que j'ai d'autres besoins que juste jouer et m'entendre jouer. Ce clavier s'appelle un clavier maître. C'est une troisième solution qui, à mon avis, n'est pas pour vous, en tout cas pas à ce stade. Mais je vais vous l'expliquer rapidement quand même, car il y a un intérêt tout de même.
vous allez comprendre. À lui tout seul, un clavier maître ne sait produire aucun son. Alors d'accord, ça commence assez mal pour lui, j'en conviens. C'est juste un excellent clavier sous les doigts, mais il doit être relié à un ordinateur, PC ou Mac, pour faire des sons. En fait, le clavier maître envoie les notes que l'on joue sous forme informatique à un ordinateur qui, lui, a pour rôle d'y associer le son d'un instrument virtuel que j'aurais choisi. C'est une configuration à l'évidence moins pratique que le piano numérique, mais elle permet l'utilisation d'une infinité d'instruments virtuels que l'on peut acheter. J'ai aussi la possibilité de travailler sur les sons eux-mêmes pour avoir exactement la sonorité du piano, par exemple, que je souhaite. Toutes ces possibilités ne vous seront pas utiles pour ce que nous allons aborder. Mais les pianos numériques et de scène que je vous conseille ont aussi la possibilité de s'en servir comme un piano maître, car ils possèdent eux aussi cette capacité d'envoyer l'information de ce que vous jouez vers un ordinateur. Le piano numérique ou de scène est donc autonome avec ses propres bibliothèques d'instruments, mais il peut aussi être étendu vers une configuration similaire à celle-ci qui vous permet toutes les possibilités comme j'ai ici. Avec le piano numérique, vous avez donc les deux configurations possibles réunies dans un même appareil, même si aujourd'hui vous n'allez utiliser que les instruments virtuels qu'il a dans le ventre. Donc si un jour vous souhaitez faire évoluer votre installation, vous n'aurez pas besoin d'acheter un autre clavier que celui que vous avez déjà. Mais attention, pour cela, votre piano numérique ou de scène doit avoir le MIDI. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Non, pas le MIDI comme ça. Pas le MIDI comme ça. Le MIDI qui veut dire Musical Interface for Digital Instruments, avec l'accent s'il vous plaît. En français, ça fait interface musicale pour instruments numériques. C'est une sorte de langage informatique que les instruments de musique utilisent pour communiquer entre eux et avec un ordinateur. Votre piano numérique l'aura forcément, car seuls les pianos de type jouet pour enfants ou des pianos vraiment très bas de gamme ne l'auront pas. Mais il vaut mieux s'en assurer quand même pour éviter une mauvaise surprise. Ça sera un des critères à vérifier. Donc justement, quels sont les critères à connaître pour bien choisir ? Pour acheter un piano numérique ou un piano numérique de scène, sans se tromper, j'ai identifié 9 critères qui vous assureront un bon achat. Premièrement, la taille du clavier. Un clavier de 73 notes, soit 6 octaves, est le minimum. 88 notes, soit 7 octaves, c'est mieux, mais c'est un peu plus cher. Celui-ci est un 88 notes, c'est le standard, comme sur un piano acoustique. Il faut que votre piano, deuxièmement, il faut que votre piano numérique ait un bon son de piano, évidemment. Heureusement, les fabricants mettent toujours plusieurs sons de piano dans leurs appareils, car ils sont conscients que c'est ce que recherche en premier un acheteur. Les autres instruments virtuels que le fabricant aura mis dedans sont beaucoup moins importants pour nous. Certains pianos numériques regorgent de fonctions automatiques. Le piano qui joue tout seul, basé sur une seule note que vous jouez avec un seul doigt, boîte à rythme, des morceaux de démonstration préenregistrés, tout cela sont des gadgets qui vous évitent de jouer vraiment du piano. C'est évidemment pas ce que l'on recherche. Le but ici est de jouer du piano et pas de faire jouer un robot qui va le faire à votre place. Ces gadgets sont rigolos pendant 10 minutes et ça va faire vendre le piano quand le vendeur vous montre tout ce qu'il sait faire, mais c'est tout. 2 fonctions, tout de même, peuvent être utiles, mais pas indispensables. Un métronome, qui vous aidera au début peut-être à garder le tempo et la fluidité de votre jeu. Si le piano n'a pas cette fonction, c'est pas grave, il y a des petits métronomes de poche, de table, qui coûtent 20 € et il existe plein de petites applications sur téléphone qui font ça très bien. Une autre fonction qui pourrait être intéressante, certains pianos numériques possèdent un enregistreur intégré qui vous servira à vous enregistrer et à vous réécouter pour voir où vous avez merdouillé ou pour le simple plaisir de vous dire « Waouh, regarde un peu ce que j'ai réussi à jouer ». On peut aussi faire ça avec un téléphone, mais le son sera vraiment horrible. Alors que là, le clavier restituera parfaitement ce que vous avez joué avec la même qualité de son. Troisième critère, et celui-là il est très important, j'aurais peut-être dû le mettre en premier, il faut que les touches de votre piano numérique soient lestées. Pas de piano léger, pas de piano semi-lesté, touches lestées absolument, rien d'autre. Lesté veut dire que les touches ont le même poids,
et donc la même inertie que sur un piano acoustique. Certains pianos numériques ont en plus l'effet marteau qui imite le choc du marteau que la touche d'un piano acoustique lance sur les cordes. On sent plus une vraie mécanique de piano. Franchement, j'ai essayé, je n'ai pas été complètement convaincu. Ça fait pas de mal, mais ça fait pas vraiment de bien non plus. Cette option n'est donc pas indispensable. Les touches lestées, oui. Ça fait une grande différence et c'est absolument indispensable. Quatrièmement, comme je l'ai dit plus tôt, il faut que votre piano numérique ait une sortie MIDI. Non, c'est bon les gars. Merci. Pour un jour pouvoir peut-être le brancher sur un ordinateur, comme je le fais ici, et avoir les possibilités dont j'avais parlé. Ça se présente sous forme d'une prise à l'arrière de l'instrument avec écrit MIDI out. Depuis peu, cette prise MIDI peut aussi avoir la forme d'un connecteur USB comme sur une imprimante. Cinquièmement, le siège. Il vous faudra aussi un siège qui permet de se mettre à la bonne hauteur. Le mieux est un banc de piano dont l'assise est réglable en hauteur, car votre position sera très importante, on en reparlera très bientôt bien sûr. Ça coûte une centaine d'euros. Un bon siège de bureau comme j'ai ici peut faire l'affaire, à condition qu'il soit réglable en hauteur et que son assise soit parallèle au sol. Sixièmement, si vous choisissez un piano de scène, il vous faudra un support pour poser le clavier à la bonne hauteur. Le mieux, c'est un support en X, pas très cher, une trentaine d'euros, réglable en hauteur, stable, léger, pliable et donc facilement transportable. C'est ce que j'ai ici, car le support en X est bien pratique, même quand on a un clavier qui ne bouge jamais. Septièmement, il faut impérativement que votre piano ait une pédale de sustain. En français, on appelle ça une pédale de soutien, mais dans le jargon, on appelle ça quand même une pédale de sustain. Quand on appuie dessus, ça laisse la note sonner, et quand je lâche, la note s'arrête. C'est très important, car on s'en sert tout le temps. Si le piano ne venait pas avec cette pédale, c'est pas grave, on peut la rajouter à la liste de choses à acheter, ça coûte une vingtaine d'euros. Mais il faut s'assurer que le piano a bien une prise pour connecter cette pédale. En réalité, je pense qu'un piano numérique sans une telle prise n'existe pas, tellement c'est important d'en avoir une. Attention, n'achetez pas une pédale à 2 balles en plastique dans ce style. C'est petit, ça glisse sous le pied. Ce n'est pas du tout adapté au piano. D'ailleurs, ces pédales ne sont pas du tout faites pour ça au départ. On se demande bien ce qu'elles font là. Achetez plutôt une vraie pédale de sustain en métal dans ce style. Ça ne coûte qu'une vingtaine d'euros. Huitièmement, assurez-vous que le clavier numérique possède une sortie pour casque. C'est bien pratique pour pouvoir jouer tranquillement sans en faire profiter la terre entière. En plus, on se retrouve un peu dans sa bulle et c'est toujours bon pour la concentration. Et finalement, ça serait bien que vous équipiez d'un casque. Il y a 2 types de casques, le casque ouvert et le casque fermé. Les casques ouverts ne vous isolent pas du monde extérieur. On entend ce qu'on joue au travers du casque, mais aussi les bruits ambiants dans la pièce dans laquelle on est. Le casque fermé, au contraire, vous isole et atténue le bruit autour de soi. Personnellement, je préfère les casques fermés pour justement me retrouver dans ma bulle, même si je sursaute à chaque fois que quelqu'un me touche l'épaule pour me dire quelque chose. Ici, j'utilise 2 casques, le Beyer Dynamic DT770 Pro 80 ohms. C'est un casque très professionnel que l'on retrouve beaucoup dans les studios d'enregistrement et les studios de radio. Parfois à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne, il y a une émission matinale, je crois, où on voit un studio de radio qui fait son émission retransmise en direct. On y voit très souvent ce casque sur la tête des intervenants. Attention, il y en a 2, il y a le 80 ohms et le 250 ohms. C'est bien le 80 ohms que vous devez acheter. Il coûte dans les 130 euros. Et moi, je trouve qu'il a une qualité sonore exceptionnelle. Il est un peu cher, d'accord, mais c'est du professionnel. C'est un investissement que vous allez faire sur le long terme, car vous l'aurez pendant 20 ans, si vous en prenez soin. Celui-ci, je l'ai depuis 8 ans et je l'utilise tous les jours et il se porte comme un charme. Il vient avec une connectique compatible, aussi pour votre téléphone, tablette, ordinateur ou stéréo de maison. Les oreillettes sont en velours, sont donc très très confortables et on les trouve en pièces de rechange très facilement. Pour écouter une bonne chanson en profondeur, seul dans sa bulle, il n'y a vraiment pas mieux. J'utilise aussi un autre casque qui est l'AKG 271 MK2, moins cher, il ne coûte qu'une centaine d'euros. Il a l'avantage d'avoir un câble amovible au cas où on l'abîmerait accidentellement. On peut en acheter facilement en pièces détachées. Il vient avec des oreillettes en plastique,
pas très confortable, voire même désagréable et donc inutile, mais aussi avec des oreillettes en velours, comme le Beyer Dynamic, et une connectique similaire. Perso, j'ai une préférence pour le Beyer Dynamic, je trouve qu'il a un meilleur son et une meilleure dynamique. Justement, c'est peut-être pour ça que la marque s'appelle Beyer Dynamic. Attention par contre aux casques que les revendeurs mettent dans un lot piano numérique plus casque. Le prix est peut-être attrayant, mais c'est en général des casques pas chers et d'une qualité médiocre. Voilà pour les 9 critères de sélection. Pour ce qui est du marché de l'occasion, il faut évidemment faire très attention. On ne sait jamais vraiment pourquoi quelqu'un vend son piano et ce que le piano a vécu. Que ce soit pour un piano acoustique ou un piano numérique, ce n'est pas le genre de choses que vous allez pouvoir acheter d'occasion à distance. Il va falloir aller le voir et le tester. Avant d'aller le voir, demandez son modèle exact sur Internet. Vous pourrez le retrouver, savoir en quelle année ce modèle était fabriqué, connaître son prix neuf et peut-être avoir des démonstrations sonores et des avis d'utilisateurs. L'offre de l'occasion est largement plus grande que la demande. On peut donc négocier et les prix en deviennent souvent très avantageux. Pour ne pas se faire avoir, assurez-vous des choses suivantes. D'abord que les touches fonctionnent, évidemment, toutes. Que toutes les touches sont sensibles à la force de votre doigt. Fort ou faible, très fort, testez-les toutes. Que les touches ont la même résistance sous votre doigt et reviennent bien, toutes de la même façon quand vous la lâchez. Que les touches sont bien parallèles les unes par rapport aux autres et toutes à la même hauteur. Un clavier, ça doit être plat. S'il y en a une qui merdouille, c'est fini, passez votre chemin. Peut-être quelqu'un a renversé son verre de coca sur le clavier, que quelque chose est tombé dessus, on ne sait pas, Testez toutes les touches une à une, minutieusement. Essayez différents sons de piano, même avec un seul doigt, on se rend très bien compte du son d'un piano en jouant quelques notes au hasard. Assurez-vous que la prise casque fonctionne bien, donc pensez à amener un casque ou achetez-en un avant, ça ne sera pas perdu. Assurez-vous aussi que le son sort bien de tous les haut-parleurs de l'appareil pour être sûr qu'il n'y a pas un défaut dans son électronique et dans son amplification. Vérifiez que la pédale de sustain fonctionne, comme je vous l'ai montré plus tôt. Si c'est un piano numérique, inutile de faire ce test sur chaque note du clavier. Si ça marche sur quelques notes, ça marchera sur toutes. Pour un clavier acoustique, par contre, comme la mécanique de chaque note est indépendante, là vous devez faire le test sur toutes les touches. Oui, sur les 88 notes. Pour avoir l'esprit en paix, pour avoir une garantie constructeur, pour pouvoir renvoyer le piano si vraiment ça va pas, le neuf c'est plus cher, d'accord, mais il y a des avantages indéniables. Il n'y a hélas quasiment plus beaucoup de vendeurs de ce genre de matériel avec pignon sur rue. Cherchez quand même s'il y en a encore dans votre coin. Sinon, heureusement pour nous, il y a Internet avec des poids lourds en lesquels on peut heureusement avoir confiance. Je pense à des sociétés comme Thomann et Music Store qui sont allemands, Amazon que tout le monde connaît. Il y a aussi Woodbrass, Sonovant, Stars Music et d'autres encore. Je ne suis pas sponsorisé pour vous communiquer ces adresses. C'est vraiment chez eux que je regarde et que j'achète quand j'ai besoin d'un nouveau matériel. Personnellement, je fais confiance à Thomann. Ils ont un stock et un choix énorme. Je pense même que c'est le plus gros distributeur d'Europe. Ils sont en Allemagne, mais ils ont un service client très performant et en français. Ils m'ont sorti un jour d'un très mauvais pas, alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, et ont montré ce jour-là le respect pour leurs clients, chose bien rare aujourd'hui. Il y a Amazon aussi qui s'y met peu à peu, surtout pour du petit matériel. Comme chacun sait, Amazon a un service client qui est vraiment super. Je connais moins bien les autres distributeurs que j'ai cités, mais je n'ai rien à leur reprocher puisque à chaque fois que j'ai commandé chez eux, ça s'est toujours très très bien passé. Quasiment tout le matériel que vous voyez ici vient de chez Thomann. Concernant les pianos numériques et les pianos numériques de scène, encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par aucune marque. Cela dit, vous pouvez avoir confiance dans des marques comme Korg, un nom très connu dans le milieu, l'incontournable Yamaha, il y a aussi Kawai, excellent mais plus cher, il y a aussi Roland,
qui est un tout petit peu plus grand public que les autres, qui ont une dimension un peu plus professionnelle. Il y a quelques années, j'avais acheté un piano numérique pour mettre dans le salon de la maison pour que toute la famille en profite. Je l'avais choisi car il n'avait pas plein de fonctionnalités inutiles, mais surtout sa sonorité de piano était excellente et le toucher de son clavier aussi. C'était un Korg et on voyait bien que la société avait mis le paquet sur la qualité du son et de son clavier, plutôt que de mettre leur savoir-faire dans des bidules qui ne servent à rien. Je l'avais acheté 1 200 € et je l'ai revendu 6 ans après pour 400 € alors qu'il était impeccable. Aujourd'hui, il existe son successeur, le Korg C1, qui lui ressemble beaucoup et qui reprend les mêmes fonctions et les mêmes sonorités. Il existe en blanc et en noir, et je l'avais aussi choisi pour son très faible encombrement. Quand il est fermé, il est tout plat, il ressemble à une console d'entrée ou de salon sur laquelle on peut poser des objets. Et le banc, de couleur assortie, s'il vous plaît, se range très bien en dessous. Donc, pour un petit appartement, il était vraiment parfait. C'est aussi pour ça que je l'avais choisi, et la philosophie de Korg n'a pas changé depuis, il continue à privilégier la qualité du son et du clavier. Je vais me servir de ce piano numérique pour regarder ensemble sa fiche technique et la comparer à notre liste de critères de choix. Il m'est difficile de ne pas en parler puisque j'en ai possédé un et qu'il m'avait plu. Mais si vous partez sur du Yamaha ou du Kawai, ça m'étonnerait que vous soyez déçus. Ce sont de très bonnes marques, sérieuses, professionnelles, tout autant que Korg. On regardera ensemble 4 pianos numériques de marques différentes et j'expliquerai l'éligibilité de chacun d'eux. Ça sera dans une vidéo juste après celle-ci. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses sur l'achat d'un piano. Ça a été très technique et un peu long, mais vu l'investissement, je pense qu'il vaut mieux ne pas se tromper. J'espère que vous avez pris des notes, parce que maintenant c'est à vous de jouer, c'est le cas de le dire. Mettez un petit like à cette vidéo si elle vous a intéressé, et puis ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi à cette chaîne pour être prévenu lors des publications des prochaines vidéos, et ça me donnera une idée de votre intérêt. Bye bye à tous, à la prochaine, et musicalement vôtre.